Bienvenue sur Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mars et nous avons un tout nouvel épisode avec l'invité du Trendstalk pour vous. On a effectivement une évolution de la société et une évolution du bâti qui est en train de se faire sentir dans les centres-villes très clairement. Olivier Mouton reçoit Hugues Kempeners, directeur général d'Embuild Wallonie. Z sur 7, l'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. Nous allons parler aujourd'hui d'un secteur vital pour l'économie belge et wallonne, le secteur de la construction. On a coutume de dire que le Belge a une brique dans le ventre. Est-ce que c'est toujours vrai? On va le savoir avec Hugues Kempeners, qui est CEO d'Embuild Wallonie, qui est en fait la fédération qui représente le secteur. Absolument, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de commencer par une question qui sort un peu de l'ordinaire sans doute, quoique c'est souvent ce dont on parle. Il a fait beau cette semaine. Absolument. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous parce que, en fait, la pluviosité belge qui atteint des niveaux parfois records, en fait, c'est un problème pour votre secteur. Alors, le soleil de cette semaine a fait du bien à tout le monde, a mis du baume au cœur à tout le monde, à la fois dans les esprits, pas que pour le barbecue. Non, mais c'est vrai que l'année 2024 a été une année record en termes de pluie, et donc on constate auprès des entreprises de la construction des retards dans les carnets de commandes, puisqu'on a eu sur l'année 2024 plus d'1 million de journées de congés intempéries, puisque les entrepreneurs... C'est impressionnant, ça, quand même. C'est impressionnant. Maintenant qu'on sait qu'on a plus de 200 000 personnes qui travaillent dans le secteur, c'est aussi à relativiser, mais c'est vrai que, par exemple, des couvreurs sur les toits ne peuvent pas travailler quand il drage, quand il y a des grands vents, ce genre de choses. Et donc, les carnets de commandes ont pris du retard, et donc c'est vrai qu'un message qu'on fait passer aux clients, qu'ils soient privés et publics, c'est d'être un peu compréhensif que, effectivement, un entrepreneur qui a pris du retard, c'est aussi parfois à cause d'éléments comme l'intempérie, et on ne contrôle pas la pluie ni le vent, donc essayons d'être indulgents auprès des entrepreneurs. Keep calm, it rains, comme on dirait en Angleterre. Exactement. Mais espérons que le beau temps reste pour pouvoir justement rattraper le retard et avancer sur des chantiers qui sont primordiaux, que ce soit dans la commande publique ou dans la commande privée. Alors, vous l'avez dit, 200 000 personnes qui sont employées. Est-ce qu'un des problèmes du secteur, on parlerait de sa vitalité évidemment après, ça reste les pénuries? Est-ce que ça reste une des grosses difficultés pour le moment? Alors, c'est une difficulté majeure du secteur de la construction. Il faut savoir qu'en région wallonne, on a 62 000 personnes qui travaillent au sein du secteur. Grosso modo, c'est 50 000 ouvriers et 12 000 employés. 35 000 entreprises de construction. C'est important de souligner le fait qu'en région wallonne, 96% des entreprises de construction font moins de 10 personnes. Donc ce sont des TPE et des PME qui font vivre le secteur de la construction en Wallonie, on y reviendra plus tard, et notamment sur les pénuries de main-d'œuvre. Aujourd'hui, on est à la recherche de 6 000 paires de bras. Donc en Wallonie, on recherche c'est en 14 000 en Belgique, c'est ça? Quelque chose comme ça ou... Un peu plus. Mais sur la Wallonie, on est à 6 000 postes qui sont ouverts, et il y a une étude du Forum qui a été menée qui dit qu'avec les ambitions de rénovation, d'ici l'horizon 2030, on cherchera 30 000 personnes supplémentaires. Je reviens au fait qu'on a 62 000 personnes qui travaillent aujourd'hui dans le secteur de la construction. Vous voyez l'effort qu'on a à fournir pour augmenter de près de 50%. Et le problème, c'est quoi? C'est la formation ou c'est que les gens ne veulent pas parce que c'est trop dur? C'est quoi le problème? Alors, c'est pas la formation. Le secteur de la construction, il y a plusieurs éléments. C'est pas le salaire non plus, parce que le secteur de la construction paye très bien. Il faut savoir que dans les 10 ouvriers les mieux payés en Belgique, 8 font partie du secteur de la construction. On est juste derrière la pharma, par exemple. Mais c'est aussi qu'on souffre d'une image qui est une image vieillotte. Lorsque vous avez des jeunes qui vont dire à leurs parents tiens, je voudrais devenir maçon ou plombier, souvent le premier réflexe c'est de dire est-ce que tu terminerais pas d'abord tes études? Donc c'est un vrai message à faire passer, de dire attention, le secteur de la construction, comme on l'a connu à l'époque, n'est pas le secteur de la construction aujourd'hui. Oui, c'est plus le même métier déjà. C'est plus le même métier, il est moins pénible. On parle de plus en plus de nouvelles technologies. Les drones sont utilisés presque au quotidien, les exosquelettes aussi. On me dit parfois, mais les exosquelettes, Hugues, dans le chantier. Mais si, c'est là, quand on est peintre et qu'on doit passer la journée les bras en l'air, un exosquelette, ça soulage. Donc c'est un métier qui est moins pénible. Et puis aussi, c'est un métier qui est un métier humain. Je le disais, 96%
90% de TPE et PME, on connaît les personnes avec qui on travaille, on connaît le patron, et il y a une manière d'évoluer dans le secteur. C'est presque un maillage de la région, hein. On le voit d'ailleurs avec tous les gens qu'on croise ou qui travaillent chez nous, d'ailleurs, c'est vraiment dans ce sens-là. Et est-ce que c'est un secteur en crise encore? Parce qu'on en a parlé un peu sous ces termes-là depuis, je veux dire, 4 ans, ou je ne sais pas. Est-ce que c'est une réalité? Quand on l'entend, il y a de la pénurie, il y a quand même du dynamisme. Alors, comment on qualifie ça? Alors, c'est un secteur en crise. Le terme crise est bien mis, parce que ça fait 4 ans maintenant que certains secteurs de la construction, donc la construction c'est très très large, hein, c'est le résidentiel, c'est le non-résidentiel, c'est le génie civil, ce sont les routes, donc c'est un maillage de sous-secteurs qui sont là, et il y a des sous-secteurs qui boivent la tasse depuis maintenant plusieurs années. La construction neuve, typiquement, ça fait 4 ans maintenant qu'elle subit chute sur chute. Si on prend l'activité économique de la construction neuve en 2021 par rapport à aujourd'hui, on a une diminution de près de 18% d'activité économique. Maintenant, il y a d'autres sous-secteurs qui se portent mieux, comme par exemple la rénovation, qui est poussée par les ambitions européennes pour justement tirer le secteur. Donc, dans son ensemble, en 2025, on est encore dans un secteur qui est en récession. On a une activité économique de moins 0,4% encore cette année. On sortira la tête de l'eau en 2026 et en 2027, et ce sera principalement tiré par la rénovation et par la construction neuve de non-résidentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Belge n'a plus vraiment une brique dans le ventre, ou bien que les nouvelles conditions aujourd'hui, les réglementations, enfin des villes à 4 façades pour caricaturer, est-ce que c'est ça qui fait que le secteur change? Il y a beaucoup de choses. Le Belge a toujours une brique dans le ventre, ça il faut être clair. Quand on regarde typiquement sur Bruxelles, il y a 60% de locataires, 40% de propriétaires occupants, mais sur la Wallonie, on est à 70% de propriétaires occupants, 30% de locataires. Donc le Belge, il a une brique dans le ventre. Maintenant, pourquoi on est en crise? C'est aussi que depuis 3 ans, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu le Covid, et donc il y a eu une explosion des coûts. Que ce soit des coûts des matériaux, mais aussi des coûts de la main-d'œuvre. Les ouvriers et les ouvrières qu'on a dans le secteur ont aussi eu une indexation de 11% il y a quelques années. Donc les coûts des matériaux ont augmenté, le coût du personnel a augmenté, ce qui a eu un impact sur le pouvoir d'achat des ménages. Et donc il faut savoir qu'en 2019, 7 ménages wallons sur 10 pouvaient acheter une maison de 240 000 €. 7 ménages wallons sur 10. Cette même habitation, avec l'augmentation des coûts des matériaux et avec l'augmentation des coûts du personnel, fait en sorte qu'il n'y a plus que 3 ménages wallons sur 10 qui peuvent se le permettre. Pour le même montant, 240 000, quoi. Pas 240 000 augmentés des coûts de l'index et ce genre de choses. Donc on a perdu une accessibilité financière au logement de l'ordre de 50% pour les ménages wallons. Donc il est encore possible d'acheter. Maintenant, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Heureusement, en région wallonne, on a eu une baisse des droits d'enregistrement de 12,5 à 3% pour les habitations propres et uniques. Ça va donner un ballon d'air aux ménages qui souhaitent acquérir une habitation. Maintenant, mon message, il est aussi de dire, attention, avec ce ballon d'air, n'achetez pas plus grand, mais investissez dans votre rénovation. Parce qu'on va être obligé de rénover, et d'ailleurs on peut en parler. Parce on dit souvent que le bâti wallon singulièrement est vieux et pas très adapté aux contraintes environnementales notamment. Alors, moi j'aime bien les chiffres, ça permet de mettre les choses un peu en perspective. Ça clarifie les choses. Il y a grosso modo 1 650 000 logements en région wallonne. 50% d'entre eux ont été construits avant la Deuxième Guerre mondiale. Une habitation sur 2 en région wallonne a été construite avant la Deuxième Guerre mondiale. 80% de l'ensemble des habitations ont été construites avant les années 80, c'est-à-dire avant les premières normes énergétiques. Le défi, il est énorme. Il est énorme, et en termes de chiffres, ça veut dire qu'on doit rénover 20 logements toutes les heures en région wallonne pour atteindre les ambitions européennes. Donc c'est colossal. C'est impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible, on est justement en train de travailler sur différentes solutions pour y arriver, mais il faut que le cadre législatif soit mis en œuvre pour justement que les ménages qui achètent sachent qu'ils vont devoir rénover dans le futur. Il faut savoir qu'aujourd'hui en région wallonne, c'est la seule région qui n'a pas d'obligation de rénovation. En Flandre, il y a une obligation de rénovation. Quand vous achetez, vous devez rénover dans les 5 ans et vous avez en plus une diminution des droits d'enregistrement qui y est couplée. À Bruxelles, en 2033, les passoires énergétiques seront interdites. En région wallonne, aujourd'hui, on n'a rien. Et donc nous, ce qu'on appelle, c'est vraiment d'introduire ces obligations de rénovation, non pas
pour faire plaisir au secteur, mais surtout pour avoir un impact sur les prix de l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez une passoire énergétique en région wallonne, disons à 200 000 €, vous mettez 200 000 € parce qu'elle a du charme, parce qu'elle vous aime bien, et vous mettez cet argent sur la table. Si vous savez que dans 5 ans, vous allez être obligé de refaire votre toiture pour 30 000 €, mais vous ne mettrez plus 200 000 € sur la table, vous en mettrez 180. Et donc, on a besoin de ces obligations de rénovation pour compenser l'augmentation de l'immobilier et justement tenir un peu et en cet même immobilier temps, vers est-ce le que le bas. politique est à la hauteur? Si je ne m'abuse, ce qu'on annonce, c'est plutôt une suppression ou une diminution des primes à la rénovation selon les régions. En tout cas, en Bruxelles et en Wallonie, c'est le cas. Alors, C'est quand même pas un bon signal, ça. Alors, à Bruxelles, les primes sont supprimées. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on envoie un vrai message de dire travaillons ensemble pour les remettre, parce qu'il y a un vrai effet incitatif aux primes à Bruxelles. Sur la Wallonie, les primes ne sont pas supprimées. Ça, Non, alors peut-être qu'on supprime des effets d'aubaine, mais bon. c'est important de, c'est important de Oui, le dire. bien sûr, la région ouais. wallonne reste la région avec le plus de primes par rapport à Bruxelles qui n'en a plus et par rapport à la J'imagine que Flandre c'est qui une sont très décision qui vous satisfait quand même pas pleinement, ce qui a été décidé, là. Alors, c'est un coup dur, on l'a dit. Ouais. Le coup dur aussi, c'est la période transitoire, effectivement, qui a été très très courte. Maintenant, on reste avec des primes, on reste avec des effets incitatifs. Et nous, ce qu'on demande vraiment, c'est un calendrier clair par rapport à l'introduction des obligations de rénovation pour justement compenser les augmentations de l'immobilier qu'on a à gauche et à droite. Oui, mais enfin, je suis un propriétaire et je n'ai pas les moyens de rénover le bien et qu'on m'impose une obligation. Qu'est-ce que je fais? Il y a plusieurs choses. La question, et c'est un peu ce dont on est en train de discuter avec le gouvernement, c'est lorsqu'on parle d'obligations de rénovation, comment on fait pour que les obligations de rénovation soient tenables d'un point de vue financier et d'un point de vue social et sociétal. Initialement, ce qu'il aurait été intéressant, et ce qu'il est peut-être toujours intéressant de faire, c'est de lier des mécanismes fiscaux par rapport à justement l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, de diminuer les droits d'enregistrement si et seulement si il y a un retour à l'économie avec l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Ça a tout son sens. Les primes, elles sont là pour avoir un effet incitatif et pour avoir un effet levier le plus important. C'est vrai qu'on était dans un système en région wallonne, il ne faut pas se le cacher, qui était extrêmement avantageux. Quand on allait chercher jusqu'à 90% du financement de la facture, on peut à un moment se poser la question de savoir si c'est tenable sur le long terme. La région y a répondu en disant que ce n'était pas tenable sur le long terme, mais que l'effet incitatif était là. Et donc, on est en train de réfléchir justement pour le futur système de primes, de dire comment fait-on pour avoir des primes qui aient le plus grand effet levier, c'est-à-dire que 1 euro d'argent public génère un maximum de retour sur les retombées privées derrière et sur l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Il y a d'autres leviers qui sont là. On l'a dit, il y a des leviers fiscaux, mais il y a aussi une question qui est de savoir comment faire et comment mettre en œuvre des mécanismes qui permettent d'aller chercher l'épargne privée. Il y a 300 milliards qui dorment sur les comptes épargne aujourd'hui des ménages. Comment on fait pour activer cet argent dans la rénovation du bien et que ce soit un win-win-win pour tout le monde. Un win pour les ménages qui investissent, un win pour les ménages qui rénovent leur habitation et un win pour le gouvernement. C'est ces perspectives-là qui font que le secteur se dit on voit le bout du tunnel ou pas? Alors effectivement, ce sont ces perspectives-là qui disent on voit un peu plus clair sur les prochaines années. C'est la réno. Même si on doit encore atterrir sur la manière exacte de le faire. Exactement. Exactement. Donc c'est la réno qui porte très clairement. Ce qui va un peu plomber dans les prochains mois et les prochaines années, c'est tout ce qui concerne les marchés publics. On a le plan de relance qui se termine en juin 2026, que ce soit le plan de relance européen ou le plan de relance wallon. On constate aujourd'hui une augmentation dans les cahiers de charges qui sortent ou qui sont en train d'être finalisés, mais après juin 2026, ça risque d'être très compliqué pour les entreprises qui sont dans les marchés publics. Et là, c'est un vrai appel au gouvernement de dire gardons un investissement important dans les infrastructures et dans le logement, puisque sans ça, ça risque d'être compliqué pour certaines entreprises. Oui, en sachant qu'il y en a d'autres qui se pressent devant la porte, notamment le secteur de la défense, qui va sans doute avaler beaucoup de moyens. Donc on va être dans une période où il va falloir se battre quelque part, sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots, effectivement, on va devoir... Et donc, c'est là où on a besoin aussi d'avoir un investissement qui apporte un maximum de retour sur investissement, à la fois pour la région et pour le secteur. Il faut savoir, il y a un chiffre que j'aime bien, qui est le taux de fuite. Il faut savoir que sur un chantier en région wallonne, quand on investit 100, il y a 40 qui bénéficient à l'économie wallonne et 60 qui part ailleurs. En Flandre, quand on investit 100, il y a 60 qui bénéficient à l'économie flamande et 40 qui par ailleurs. Donc on doit vraiment travailler sur comment faire pour augmenter
ce taux de rétention des capitaux pour qu'un maximum d'argent qui soit investi sur le territoire bénéficie aux entreprises et aux acteurs de la région wallonne. Alors il y avait aussi il y a un gouvernement fédéral maintenant qui est mis en place. Il y avait des attentes, là, notamment en matière de TVA, non ? Est-ce que là, vous avez aussi quelques déceptions ? Alors, pas de déception. Les mesures de la TVA qui sont dans l'accord de gouvernement sont au contraire positives. Il y en a plusieurs. La première, c'est la diminution de la TVA sur les pompes à chaleur de 21 à 6%. Donc, on sait que, par exemple, en Flandre, on ne peut plus construire du neuf avec du gaz ou du mazout. Donc, c'est à peu près tout à l'électrique ou à la géothermie. Donc, c'est via pompe à chaleur. On diminue la TVA de 21 à 6%. Ça augmente l'accessibilité. On a un autre élément qui est aussi la TVA sur la démolition-reconstruction, qui a été confirmé. Démolition-reconstruction, on passe de 21 à 6%, y compris pour les reventes à l'unité, ce qui n'était plus le cas à l'époque. Donc ça va être un vrai bol d'air pour les logements neufs et pour les centralisations des centres urbains. Parce que vous le disiez, est-ce que c'est fini les 4 façades ? Je vais parler pour la région wallonne. Il y a une vraie volonté du gouvernement aujourd'hui de densifier les centres-villes. C'est le nouveau CODT, ce sont les schémas de développement territoriaux, ce genre de choses. De densifier le centre-ville et d'éviter les étalements horizontaux, d'éviter de construire sur des champs, ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la zéro artificialisation nette des territoires. Oui, il faut le dire rapidement parce que sinon on le passe. Mais donc, l'objectif, c'est de densifier, c'est d'avoir une ville qui soit une ville multiservice, qu'on n'ait plus des bâtiments qui soient à mono-usage. On va plus faire que du logement, on va plus faire que des bureaux, on va faire des logements, du bureau et du service dedans. Et pour ça, il faut se rendre compte que certains bâtis existants ne sont plus capables de supporter ces multifonctions et donc on doit les détruire pour les reconstruire. Dans tout l'enjeu dont on parlait, je ne sais plus combien il y avait par heure, mais enfin c'était... 20 logements. Voilà, c'est ça veut dire que là-dedans, il y en a beaucoup qui vont être démolis, reconstruits. Alors, potentiellement. Il y en a qui vont être démolis, reconstruits, notamment pour augmenter aussi le nombre de logements, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même, jusqu'en 2030, 7000 ménages supplémentaires chaque année. Donc la demande en termes de logements, elle est là et elle est croissante. 7000 nouveaux ménages chaque année. On a aussi une modification du type de ménage. Il y a de plus en plus de familles monoparentales qui ont besoin de surfaces peut-être un peu moins grandes, mais mieux situées, pour avoir accès aux crèches, pour avoir accès aux écoles, ce genre de choses. Donc on a effectivement une évolution de la société et une évolution du bâti qui est en train de se faire sentir dans les centres-villes très clairement. Ça veut dire aussi que les tendances de la construction sont très différentes. On voit par exemple des reportages pour le moment sur le tiny house, ces petites maisons qui sont parfois étonnantes d'ailleurs. Oui. Bon, est-ce que c'est anecdotique ou bien c'est vraiment des virages que l'on perçoit pour le moment ? Alors, je ne dirais pas que c'est un virage, c'est effectivement des éléments qui arrivent de temps en temps. Il y a peut-être l'élément de l'accessibilité financière du logement qui joue, parce qu'au plus le logement est petit... ce dont on parlait tout à l'heure. Sur les ménages n'ont peut-être plus les moyens de construire, vous savez... En 2018, que je ne dise pas de bêtises, en 2018, la moyenne des logements neufs construits était de 150 mètres carrés. Aujourd'hui, on est à 122 mètres carrés sur la moyenne des logements neufs construits. Maison unifamiliale, 4 façades. Il y a une diminution, et c'est pas parce que les gens veulent vivre dans plus petit, c'est parce que les gens ne savent simplement plus se permettre plus grand. Oui, peut-être, mais effectivement, il y a une adaptation aux moyens de vie, mais peut-être aussi au contexte climatique, etc. Oui. Enfin, je veux dire, tous ces éléments-là. Ça veut dire que le secteur s'adapte bien à ça, dans ses matériaux, il y a une mutation profonde du secteur qui est en cours, et est-ce que c'est facile de la mener à bien ? Alors, l'adage « on a toujours fait comme ça » est très ancré dans le secteur. Malgré tout, et sans doute chez les consommateurs aussi. Mais, absolument, mais c'est vrai qu'on constate une vraie évolution. On constate une vraie évolution à la fois sur les modes constructifs. On va de plus en plus vers de l'industrialisation, vers de la préfabrication hors site. Il faut savoir que la préfabrication hors site... Quel est l'avantage, Alors, c'est très répandu, par exemple, chez nos voisins, que ce soit en France, en Hollande. L'avantage, c'est qu'on accélère les délais. On peut peut-être travailler aussi sur la qualité de mise en œuvre, puisqu'on travaille en usine et que c'est de manière continue. J'irai pas dire que ça coûtera nécessairement moins cher, mais il y a d'autres avantages, je le disais, les délais, la qualité, ce genre de choses. Et puis, ça permet, en termes de rénovation aussi, on parle parfois de train de rénovation. On a d'ailleurs eu une initiative qui s'appelait l'initiative Réno Plus à l'époque, avec Greenwin et avec Buildwise, notre centre de recherche, mais justement de travailler sur ce développement industriel de la rénovation. On a en Wallonie des grandes rangées de maisons ouvrières, de pouvoir venir les rénover l'une après l'autre avec des solutions industrialisées. Donc ça, c'est dans le mode constructif. Plus systématique, quelque part.
absolument. Ouais, Et ça existe. En avec France, des économies d'échelle, du coup, ou bien il y a des économies d'échelle qui existent. En France, typiquement, en 2 jours, on peut venir mettre un nouveau manteau sur la maison, Voilà. qui vient isoler la maison avec des nouvelles techniques. En 2 jours, c'est fait. Vous ne devez pas déménager, il faut juste placarder. Après, il y a des freins urbanistiques et autres, mais on est en train de travailler avec la région pour l'élever. Et donc, si on en revient à la question de savoir quelle est l'évolution du mode, il y a des évolutions dans le mode constructif. Il y a de plus en plus de préfabrication, il y a de plus en plus d'industrialisation. Il y a des évolutions dans les matériaux. Il y a de plus en plus de matériaux naturels, de matériaux biosourcés qui arrivent et qui sont produits en Wallonie par rapport à ça. J'en reviens sur le taux de fuite. Si on peut créer des matériaux en Wallonie, autant utiliser les matériaux wallons. Et puis après, il y a tout le reste, effectivement, qui oblige les entrepreneurs à s'adapter pour les demandes des ménages au quotidien. Et que, par exemple, l'intelligence artificielle, il y a des évolutions qui vont accélérer encore tout ça Oui, alors l'intelligence artificielle va jouer un très grand rôle. Elle va jouer un très grand rôle à la fois dans les... on est en train de faire une étude d'ailleurs sectorielle avec Buildwise, notre centre de recherche, pour savoir un peu quel va être l'impact de cette intelligence artificielle sur le secteur, à la fois sur les tendances sectorielles, mais aussi sur l'évolution des entreprises en tant que telles, puisque l'intelligence artificielle aura un impact sur le business model, ce genre de choses. Et ça, la fin de l'étude devrait arriver d'ici le mois de juin, donc je ne vais pas dévoiler les cartes. On se retrouvera alors. Avec grand plaisir. Bon, et il y a aussi quelque chose dont on parle beaucoup pour le moment au niveau wallon, mais de manière générale, c'est la simplification administrative. Alors j'imagine que pour un secteur comme le vôtre, ça doit être, c'est attendu comme du pain béni, j'imagine. Alors oui, la simplification administrative, c'est une des priorités sectorielles. On le dit, on le répète aujourd'hui, la complexité administrative, que ce soit dans l'acte de construire en tant que tel, permis d'urbanisme, autorisation d'occupation du domaine public et autres, c'est extrêmement compliqué. Et c'est à s'arracher les cheveux parfois, mais il y a aussi la simplification administrative dans la gestion de l'entreprise, puisqu'on le rappelle, 96% de nos entreprises sont des TPE et PME. Ça veut dire que le gérant, il est sur chantier le matin, et quand il rentre chez lui le soir, après avoir travaillé toute la journée... Il est harassé par toutes les tâches à Il doit déjà trouver du boulot, donc il doit aller chez les clients faire du devis. Faire des devis, ouais. Et puis après, il rentre chez lui et il est submergé de complexité administrative. Donc ça, on doit absolument le simplifier. On travaille justement avec le gouvernement wallon pour accélérer tout ça. C'est pas tout simplifié, il faut aussi digitaliser. Aujourd'hui, les demandes de permis d'urbanisme en région wallonne, c'est encore du papier. On voit d'ailleurs les piles parfois que ça représente. Vous voyez les piles. On a un entrepreneur du côté de Liège qui a fait la une d'un journal avec justement 39 classeurs qui étaient déposés sur son bureau. Je pensais à ça notamment. À ça. Donc, on a vraiment quelque chose à jouer. Et là, c'est aussi un message, c'est de dire quand on parle numérisation et digitalisation, ne parlons pas seulement d'envoyer les documents sous format PDF. On a aujourd'hui des technologies qui existent, il y a l'intelligence artificielle, il y a la blockchain qui permet d'aider les administrations et qui permet d'aider les demandeurs de permis d'urbanisme à aller plus vite, à vérifier la complétude du dossier, à être sûr que certaines choses soient déjà pré-checkées par l'intelligence artificielle notamment, pour pouvoir aller plus vite dans le délai du traitement. Mais ça, parce qu'au-delà des beaux discours, il faut encore pouvoir atterrir là aussi. Oui. Donc j'imagine que ça va être pied à pied maintenant de suivre ce choc de simplification administrative comme il a annoncé. On est occupé et le gouvernement est vraiment ouvert par rapport à ça, mais c'est vrai que là maintenant on va avoir besoin d'actes concrets. On est typiquement en train de travailler sur le code été, donc le code de développement territorial qui régit justement toutes les règles de permis d'urbanisme et autres, pour simplifier les choses. Il n'est pas normal à un moment quand on va supprimer les chaudières au gaz, les chaudières au mazout et donc imposer les pompes à chaleur, qu'on vienne derrière demander des formulaires extrêmement compliqués de permis d'urbanisme pour installer une pompe à chaleur. Ça devrait être exempté de permis d'urbanisme et c'est notamment là-dessus qu'on travaille. Est-ce que, quand on parle de ça généralement, de ces questions de réglementation, etc., on dit aussi, on a une époque où il y a une tentation d'assouplir certaines contraintes environnementales. Il y a aussi des pressions en ce sens-là, parfois de certains secteurs. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on va un peu faire marche arrière ou peut-être prendre plus de temps pour mener à bien l'évolution Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux. Maintenant, on constate très clairement, notamment avec la dernière communication de la Commission européenne sur Omnibus, par exemple, des allègements justement sur tout ce qui est en reporting de la CSRD. Alors, c'est très technique, je m'excuse auprès des personnes
personnes qui nous écoutent, mais donc il y avait effectivement un reporting qui était prévu pour les plus grosses entreprises, tant du point de vue financier, mais aussi du point de vue notamment d'émissions de CO2, de durabilité et autres. Ça a été sérieusement allégé par la Commission européenne, et c'est vrai qu'aujourd'hui on entend de plus en plus des éléments comme la compétitivité avant la durabilité. Je pense que les deux ne doivent pas s'opposer. On peut non, mais vous avez des demandes dans ce sens-là ou pas, par exemple Alors, nous, on a des demandes pour que... Comme on dit en Wallonie, restreint Valais, quoi. Alors, nous, on a des demandes pour dire il faut que la réalité du terrain soit prise en compte. Typiquement, on a eu, à l'époque, un projet de réglementation sur la table qui voulait avoir des tris sur chantier, donc du tri des matériaux sur chantier, et on allait jusqu'à 24 filières différentes de tri sur chantier. 24. Il y a un moment où on dit stop, on veut bien qu'il y ait un objectif environnemental, mais il faut que ce soit applicable. Je le répète, nous, nos ouvriers, ils sont déjà surchargés la plupart du temps. On doit les former, on doit les accompagner. Si en plus de ça, on leur demande d'aller gratter le plâtre sur tous les murs pour avoir une filière de plâtre spécifique, ça va être compliqué. Et puis surtout, ça va se ressentir dans le prix. Je le répète, aujourd'hui, les ménages n'ont plus les moyens d'acheter, encore moins de rénover. Si on vient mettre des contraintes réglementaires qui vont en plus faire peser un coût supplémentaire, ça va se traduire soit dans le prix de la vente dans le logement neuf, soit des travaux qui ne seront pas effectués derrière. Le fait que le secteur soit composé massivement de très petites entreprises, est-ce que, alors, il y a une part de choix, est-ce que c'est aussi viable, est-ce que c'est une question qu'on se pose ou pas? Oui, alors, c'est pas viable. Ça, c'est très clair que c'est pas viable. On a un gros problème, c'est la taille. On a des entreprises qui sont des entreprises trop petites. Ouais. On doit aujourd'hui faire en sorte de faire évoluer nos entreprises vers des entreprises d'une plus grosse taille, d'aller vers 20, 25, 30 personnes pour avoir des entreprises qui soient structurées d'une certaine manière, d'avoir effectivement la possibilité de répondre de plus en plus souvent à des marchés publics, de pouvoir engager, d'avoir une vraie politique RH, ce genre de choses. Et donc là, on travaille notamment avec Wallonie Entreprendre, mais avec d'autres acteurs aussi, pour justement accompagner les entreprises. Et c'est extrêmement important, et je vous remercie de poser la question par rapport à ça, c'est qu'on a beaucoup de parcours classiques dans notre secteur de la construction, et il y a un élément qui est fondamental pour nous, c'est l'accès à la profession. L'accès à la profession est un élément critique pour justement pouvoir permettre d'offrir aux ménages qui souhaitent construire ou rénover des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, il y a sur la table du gouvernement wallon, puisque c'est inscrit dans la déclaration de politique régionale, la volonté de faire supprimer l'accès aux compétences de base, aux compétences de gestion de base pour l'ensemble des secteurs. Nous, notre demande est claire, on ne touche pas à l'accès à la profession, s'il vous plaît, parce que c'est un élément qui est un élément qualitatif pour nos entreprises et pour les ménages. Ce que je vais dire, il faut pas mal le prendre, mais lorsque vous avez votre sandwicherie préférée qui ferme, vous faites 50 mètres plus loin et vous allez en chercher une autre. On est tous tristes, mais c'est 50 mètres plus loin. La relation contractuelle que vous avez entre cet élément et votre achat est de très courte durée. Lorsque vous rénovez votre habitation ou que vous construisez votre habitation, c'est un engagement qui demande énormément d'énergie, de temps et qui, sur la durée, est beaucoup plus espacé. Si votre entrepreneur fait faillite au moment de votre chantier, les impacts sont quand même beaucoup plus importants. Il y a beaucoup de cas. Alors, on voit une augmentation des faillites, ça c'est très clair. On voit une augmentation des faillites. Maintenant, il y a eu l'effet post-Covid qui était là. On voit maintenant que ça va un peu mieux, mais l'accès à la compétence de gestion et l'accès à l'accès. On peut mesurer ça, parce que on voit parfois des reportages, notamment la télévision française, c'est sans doute peut-être anecdotique dans certains cas, mais enfin de gens qui se retrouvent effectivement avec leur construction semi-finie et où il n'y a pas de recours en fait. Alors, c'est compliqué de mesurer. Nous, ce qu'on a regardé, c'est que donc en Flandre, l'accès à la profession a été purement et simplement supprimé depuis quelques années. À Bruxelles, il y a eu une suppression des accès à la profession aux compétences de gestion. Pourquoi ? Parce que Bruxelles, vous faites 6 km au nord, 6 km au sud, vous êtes en Flandre. Et donc, il y a eu une fuite des entreprises, de la création d'entreprises. C'est pas le cas en Wallonie. Par contre, ce qu'on constate sur la Flandre, c'est effectivement une augmentation du taux de faillite. Il y a une augmentation du nombre d'entreprises, mais il y a aussi une augmentation, nous on a calculé à près de 80% l'augmentation du taux de faillite
parallèlement à la suppression de la compétence des accès à la profession. Donc on doit vraiment être très attentif par rapport à ça, au type d'entreprise qu'on veut avoir sur notre territoire. Oui, et quelque part solidifier le tissu économique de la construction en faisant en sorte que Absolument. ces entreprises soient peut-être plus grandes et en tout cas, j'allais dire mieux gérées, c'est pas péjoratif, mais en tout cas plus c'est pas mieux solides, géré, quoi. mais gérer une entreprise... Ouais. On a besoin de compétences, et surtout dans la construction où il y a des éléments qui sont... on a des acomptes qui sont importants, ce genre de choses. Et la construction a un gros avantage, c'est que vous pouvez créer votre entreprise de construction sans avoir énormément de capitaux. Puisque vous vous financez avec les premières avances de vos clients. C'est pas comme une industrie qui doit investir énormément dans son outil productif avant de pouvoir arriver sur le marché. Et donc, on a dans notre secteur, effectivement, besoin d'avoir un certain cadre qui permet de dire, lorsque vous faites appel à un entrepreneur qui a les accès à la profession, vous avez déjà un premier élément de certitude. Maintenant, message aux ménages qui nous regardent, ce n'est pas le seul élément auquel vous devez faire attention. Je vous invite à aller sur notre site buildyourhome.be où il y a les 10 règles de base avant de vous lancer dans un projet. N'allez pas nécessairement vous lancer dans un projet avec un entrepreneur qui vous demande 80% d'avance sur votre chantier. Il y a une lumière rouge qui doit s'allumer chez vous en tout cas. Le secteur de la construction en Wallonie doit se moderniser et se structurer pour surmonter les pénuries, les contraintes économiques et les besoins massifs de rénovation. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve demain avec Baptiste Lambert qui recevra Bruno Coleman pour parler du budget pour la défense de la Belgique.